Ma femme m'a rejeté au lit, en disant « Ne me touche pas, je me respecte ». Le lendemain, quand elle est venue me demander quoi ça, j'ai fait la même quoi ça. Ne me demande rien, moi aussi je me respecte. Elle a tout simplement explosé. Ma femme pensait qu'elle pouvait me traiter comme un moins que rien pendant que je finançais tout son train de vie, et elle a été surprise quand j'ai arrêté de sortir ma carte sans poser de questions. Alors prends du popcorn et profite. Je m'appelle Dean, 36 ans. Pendant 6 ans et demi, Grace et moi avons eu un mariage solide. On s'est rencontrés lors d'une conférence de logistique à Dallas, en parlant du café horrible de l'hôtel et des intervenants encore pires. À cette époque, elle travaillait dans l'organisation d'événements, elle avait son propre rythme, sa propre vie. On est sortis ensemble pendant 18 mois avant de se marier. On a acheté une maison dans la banlieue de Chicago. On a coché toutes les cases du rêve américain. Tout allait bien, on voyageait. On a découvert Nashville, Austin, on a fait un voyage dans le Colorado. Elle avait son groupe d'amis, j'avais le mien. Le week-end, on faisait des activités de couple, on dînait dans le restaurant qu'elle adorait, on regardait des films sur le canapé, la vie normale d'un couple marié. Rien de digne d'une chanson country dramatique, mais rien non plus qui te pousserait à appeler un avocat. Puis, il y a environ 5 mois, tout a commencé à changer. D'abord, ce furent de petits commentaires, comme quand elle disait que je ne faisais jamais assez d'efforts pour nos rendez-vous, ou quand elle levait les yeux au ciel quand je proposais de cuisiner au lieu de commander. Ensuite, elle a commencé à me corriger devant les autres comme si j'étais un idiot. Ton ami s'appelle Carter, pas Cal. On est allé au Mexique, pas à Miami. Tu confonds avec ton autre boulot. Et c'est aussi là que Monica a commencé à apparaître de plus en plus. Monica, l'amie agente immobilière qui conduit une Audi blanche et traite n'importe quelle conversation comme si elle était en train de conclure un contrat. 2 fois divorcée, elle collectionne les pensions alimentaires comme des cartes rares et a une opinion sur les relations de tout le monde. Soudain, Grace s'est mise à répéter qu'elle n'était pas valorisée, qu'un mariage devait être un effort égal des deux côtés, qu'elle méritait d'être mieux traitée. Et moi, je pensais seulement, mieux traitée. Je travaille 60 heures par semaine, je gère la logistique de transport pour une entreprise de fret. Je paie le prêt de notre maison de 4 chambres, j'ai remboursé ses prêts étudiants l'an dernier. Sa voiture est à mon nom parce que son crédit est un désastre, grâce à une période de dépenses impulsives avant qu'on se connaisse. Je ne suis pas un mari absent qui rentre à la maison en puant la cigarette au milieu de la nuit. Je suis juste un gars normal qui essaie de tout faire fonctionner. Même ainsi, je suis resté calme. Je me suis dit que c'était une phase, peut-être une insécurité liée à ses 31 ans, peut-être l'influence de Monica. Alors j'ai continué comme d'habitude, faisant ma part, en attendant que ça passe. Mais ça n'est pas passé. Il y a 3 mois, Grace a quitté son emploi dans l'événementiel, disant que sa patronne était trop contrôladora. Avant ça, elle avait quitté un poste dans une ONG parce que les horaires étaient épuisants. Avant ça, encore un autre emploi avec une autre excuse. Elle est au chômage depuis janvier, passant ses journées entre les cours de yoga et les déjeuners entre amis pendant que moi, je gère des cargaisons de Cleveland à Atlanta en me demandant à quel moment elle recommencera à contribuer. Je ne lui ai jamais rien reproché. J'ai continué à payer les factures en silence. Je croyais qu'elle allait se retrouver. Il y a 2 mois, la chambre a refroidi. Elle a commencé à s'éloigner quand j'essayais de la prendre dans mes bras la nuit. Elle disait qu'elle était fatiguée, puis qu'elle avait mal à la tête, puis qu'elle voulait juste dormir. Ok, d'accord. Ce n'est pas tous les soirs qu'on a de l'envie, mais c'est devenu tous les soirs. Puis elle s'est mise à se recroqueviller quand je touchais son épaule. Puis elle s'est mise à dormir au bord du lit, comme si me toucher était contagieux. Et puis il y a eu la nuit d'hier, la limite. J'étais allongé en train de lire sur mon téléphone. Elle a fini sa routine du soir, est entrée dans le lit et s'est tournée dos à moi. J'ai posé mon téléphone et je me suis penché pour lui donner un baiser de bonne nuit. Ma main a effleuré son épaule et elle s'est éloignée comme si je l'avais électrocutée. Ne me touche pas, a-t-elle dit d'un ton si froid qu'il coupait l'air. Je me respecte trop pour ça. Je suis resté paralysé, ma main encore suspendue. Quoi? Tu as bien entendu, a-t-elle répondu sans même tourner la tête. Je me respecte. Je ne suis pas là pour être touché quand toi tu en as envie. Grace, ai-je dit en essayant de rester calme. Je voulais juste te donner un baiser de bonne nuit. C'est tout? Elle s'est enfin retournée,
avec un regard qui semblait attendre ce moment pour réciter un discours tout préparé. Peu importe ce que tu allais faire. Mon corps, mon choix. Et je choisis de ne pas être touché par quelqu'un qui ne me valorise pas. Je ne te valorise pas, ai-je répété, sentant l'irritation monter. Qu'est-ce que je ne valorise pas, exactement? Elle s'est assise dans le lit, avec cette posture supérieure qu'elle adopte ces derniers temps. C'est ça le problème, Dean. Tu crois que l'argent est synonyme d'amour. Tu ne me vois pas, tu ne m'apprécies pas en tant que personne. J'ai ri. Impossible de me retenir. La situation était tellement absurde que ça ressemblait à une mise en scène. Je ne te valorise pas? Tu ne travailles pas depuis 5 mois, Grace. Tu passes tes journées au café avec Monica à te plaindre à quel point le mariage est difficile pendant que je passe 2 heures dans les embouteillages à gérer de vrais problèmes. Son visage est devenu rouge. Sors. Quoi? Sors du lit. Va dormir ailleurs. Je ne veux pas de toi près de moi. Je la regarde quelques secondes, attendant un signe que c'était une blague, un test, n'importe quoi qui ne serait pas ma femme de 7 ans en train de m'expulser de notre propre lit. Très bien, dis-je en attrapant mon oreiller. Bonne chance pour payer les factures avec tout ton amour-propre. Je sors de la chambre, je ferme la porte et vais dans la chambre d'amis. Je m'allonge là, fixant le plafond, écoutant les craquements de la maison dans la nuit, et quelque chose s'aligne enfin dans ma tête. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas du stress. C'est elle qui change les règles en espérant que j'avale tout en silence. Et ça n'arrivera pas. Je prends mon téléphone et j'envoie un message à Carter. T'es dispo demain? J'ai besoin d'un verre et de parler. Il répond en 30 secondes. Oui. Tout va bien? Je tape, définitivement bien. Point. 20 minutes plus tard. Je suis encore éveillé quand j'entends Grace aller aux toilettes. Le bruit de l'eau, sa routine du soir, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas fait exploser 7 ans de mariage pour un baiser de bonne nuit. Je ne retourne pas dans notre chambre, je ne m'excuse pas, je n'essaie pas d'adoucir la situation. Je reste là à penser à mon prochain mouvement. J'ai passé 5 mois en défense, à esquiver, à amortir les coups, à essayer d'éviter un désastre plus grand. Il est temps de changer de jeu et je suis très bon en attaque. Le lendemain, j'ouvre les yeux à 6 heures par habitude. La maison est silencieuse. Grace dort encore, ou fait semblant. Je prends une douche dans la salle de bain d'amis, m'habille et descends préparer un café. Quand je sors chercher le journal, je vois Barb, notre voisine, déjà dans son jardin. Elle a une 60aine d'années, vit là depuis l'époque des dinosaures et sait absolument tout sur la vie de tout le monde. Bonjour, Dean. Crie-t-elle. Levez tôt. Tout va bien entre toi et Grace? Tout va bien, Barb. Elle me lance ce regard suspicieux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je hoche la tête et rentre. Barb est inoffensive, mais quand tout ça explosera, elle deviendra la centrale de potins du quartier. Je peux déjà imaginer, quand le divorce sera lancé, elle organisera une réunion avec les voisines. Elles apporteront des casseroles, feront tout un événement. Le réseau de commérage de banlieue fait paraître Internet amateur. Quand j'entre, Grace est déjà debout. Elle est dans la cuisine, en pantalon de yoga et sweat large, scrollant sur son téléphone. Elle ne me regarde pas quand je passe. Bonjour, dis-je, juste pour voir ce qui se passe. Rien. Pas même un mouvement des yeux. Je prends mon café et m'adosse au comptoir. On est clairement dans la phase du silence maintenant. Je n'ai rien à te dire, répond-elle sans lever les yeux du téléphone. Très bien, dis-je. Mais ne t'attends pas à ce que je reste à la maison ce soir. J'ai des plans. Ses yeux montent pendant une demi-seconde. Quel plan? Une soirée poker chez Carter. Je dis ça avec la plus grande normalité. J'assiste à ces soirées poker depuis 6 ans. Les mêmes gars, la même routine, 2 fois par mois. Un jeudi, demande-t-elle. Oui, Grace, un jeudi. Carter m'a envoyé un message hier. Owen part en voyage ce week-end, alors il a avancé la soirée. C'est fou comme elle peut passer de zéro intérêt à un contrôle soudain de mon agenda. Dès que je mentionne faire quelque chose sans son autorisation, elle pose le téléphone, croise les bras. Tu ne peux pas simplement faire des plans sans me prévenir. Je viens de te prévenir, dis-je en rinçant ma tasse.
Techniquement, je viens de t'informer. Ce n'est pas comme ça qu'un mariage fonctionne, Dean. Je me tourne vers elle et la regarde droit dans les yeux. Tu m'as mis dehors de notre lit hier parce que j'ai essayé de te donner un baiser de bonne nuit. Tu as dit que tu ne voulais pas que je te touche. Alors voilà, je te donne de l'espace. Remercie-moi. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais je suis déjà en train de sortir par la porte. Au travail, je fonctionne avec 4 heures de sommeil et de la pure colère. 3 cargaisons en retard dans l'Ohio, un client qui hurle pour une livraison, et mon assistant manager absent encore. Je passe 4 heures au téléphone à résoudre des problèmes que je n'ai pas causés. Puis 2 autres dans une réunion qui aurait clairement pu être un email. Carter m'envoie un message vers midi. On confirme pour ce soir ou c'était un SOS? Je réponds, les deux. Il envoie un emoji qui rit. Amène du cash. Je vais te plumer. À 6 heures du soir, je suis dans son appartement. Une résidence moderne en centre-ville. Canapé en cuir, énorme télé, table de poker installée. Owen est déjà là, comme toujours silencieux, en train d'organiser les jetons. Il travaille dans la sécurité privée et ne parle jamais de son boulot. Il a un humour sec qui rend n'importe quelle phrase hilarante. Brandon est là aussi, commercial. Second mariage, pension à payer pour la première. Dean, dit Carter en me voyant entrer. T'as une tête de mec qui s'est fait écraser par un camion. Qu'est-ce qui s'est passé? Grace? Grace, je réponds en me laissant tomber sur le canapé. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Brandon distribue les cartes. Les femmes, c'est compliqué. C'est pour ça que je me suis marié 2 fois, dit Brandon. Owen ne lève même pas les yeux. Et ça fonctionne comment? Demande-t-il. Je suis fauché et heureux, répond Brandon. Je vis le rêve. Ce n'est pas ce que tu disais la semaine dernière quand tu pleurais à cause de ton relevé bancaire, réplique Owen. Je ne pleurais pas. Carter rit. Vous voulez jouer au poker ou je dois programmer une séance de thérapie? On commence la première manche quand quelqu'un frappe à la porte. Carter va ouvrir et je reconnais la voix immédiatement. Grace. Elle entre comme si elle était chez elle et, évidemment, Monica est juste derrière. J'espère que ça ne vous dérange pas, dit Grace avec cette douceur complètement fausse. On passait par là. Carter me regarde. Je secoue légèrement la tête. Il est trop poli pour mettre les deux dehors, même si c'est clairement un piège organisé par Grace. Bien sûr, dit-il. Prenez une chaise. Elle s'installe sur le canapé derrière la table de poker. Monica commence immédiatement à poser des questions sur l'immeuble, combien Carter paie, s'il loue ou s'il est propriétaire, comme toujours, en train d'évaluer la vie des autres. On est en plein milieu d'une main quand Grace commence. Dean, dit-elle assez fort pour que toute la table entende, tu vas probablement encore perdre tout ton argent aujourd'hui. La table devient silencieuse. Brandon me lance un regard, Owen fait semblant d'être concentré sur ses cartes. Carter distribue la prochaine carte plus lentement que d'habitude. Je la regarde, calme. Si je perds, c'est mon argent. Tu n'es pas vraiment en train d'en ramener à la maison, ces derniers temps. Son sourire vacille. Oh, arrête. Ne sois pas sensible. C'est juste une blague. Oui, dis-je en jetant un jeton dans le pot. Une blague très drôle. Monica lâche un rire forcé. Grace essaie juste de te garder humble, Dean. Tout homme a besoin de ça. J'ignore. Je me concentre sur mes cartes. Mais Grace n'a pas fini. 20 minutes plus tard, on est dans une grosse main, presque $300 dans le pot, quand elle se penche vers moi. Dean, je pense que tu devrais abandonner. La stratégie n'a jamais été ton point fort. Owen lève les yeux de ses cartes. En réalité, son taux de victoire est plus élevé que celui de tout le monde ici. Sauf Carter. Grace cligne des yeux. Quoi? On garde des statistiques, répond Owen d'un ton aussi neutre que d'habitude. Dean est à plus de 4000 sur les 2 dernières années. Brandon pointe Owen avec son verre. Pourquoi tu balances ça maintenant? Ça va me faire passer pour un idiot. Owen hausse les épaules. Ce sont juste des données. L'argent ne fait pas tout, commente Monica, essayant de rattraper la gaffe de Grace. Owen rétorque, sans même lever la tête. Ici, si.
Maintenant, toute la table me regarde, attendant ma réaction. Carter a un demi-sourire, clairement amusé. Je ferme ma main, me lève, prends mon manteau. Je m'en vais. Les yeux de Grace s'écarquillent. Quoi? Tu t'en vas? Ouais. Je regarde Carter. Désolé, mec. On se parle. Il hoche la tête, comprenant. Mais pourquoi? Demande Grace. Sa voix commence déjà à prendre ce ton paniqué. Je la regarde, puis les gars, puis reviens vers elle. Parce que je ne joue pas dans un endroit où on ne me respecte pas. Je sors. La porte se ferme derrière moi. Sortie propre. Mon téléphone se met à vibrer avant même que j'arrive à l'ascenseur. Grace appelle. Je refuse. Monica envoie un message. J'efface. Quand je monte dans la voiture, j'ai déjà 4 appels manqués. J'envoie un message à Carter. Désolé pour la scène. Il répond immédiatement. Ne t'excuse pas. C'était la main la plus intéressante de l'année. Je prends la route la plus longue pour rentrer. Grace est venue là pour m'humilier devant mes amis. Quand ça n'a pas marché, quand je suis simplement parti, elle a paniqué. Elle veut du contrôle. Elle veut que je cours derrière elle, que je m'excuse, que je prouve quelque chose. C'est le jeu d'elle. Mais moi, je ne me suis jamais inscrit à ce spectacle. J'arrive à la maison vers 10 heures. La voiture de Grace est déjà dans le garage. J'entre et elle est dans le salon, bras croisés, prête pour le round 2. Sérieusement, Dean, dit-elle. Tu m'as fait passer pour une idiote. Je t'ai fait passer pour une idiote? Réponds-je en montant les escaliers. Tu es apparu sans invitation à ma soirée poker juste pour m'attaquer. La faute est à toi. Je voulais juste passer du temps avec toi, dit-elle, déjà en me suivant. Je m'arrête au 3e marche. Non? Tu voulais prouver quelque chose à Monica. Peut-être même à toi-même. Je continue de monter. Je vais dormir encore dans la chambre d'amis. Décide ce que tu veux vraiment de ce mariage. Parce que moi, j'en ai assez de deviner. Tu ne peux pas simplement. Mais j'ai déjà fermé la porte. Fin de la discussion. Je me couche dans la chambre d'amis en pensant au prochain pas. Ça ne se répare pas. C'est cassé depuis la base. Demain, j'appelle un avocat. Quand j'ouvre les yeux, Grace a déjà disparu. Pas de billets, pas de message, juste la maison vide. Parfait pour moi. Je fais du café. Je profite du silence. Je vais travailler sans aucun drame. Vers midi, mon téléphone sonne. Numéro inconnu de Milwaukee. Je n'allais presque pas répondre, mais quelque chose me dit de décrocher. Dean, dit une voix féminine, sèche et pleine de jugement. C'est Caroline. Caroline, ma belle-mère. Une femme qui ne m'a jamais aimé et qui a passé 7 ans à critiquer notre mariage à chaque dîner de famille. Bonjour, Caroline, dis-je d'un ton neutre. Grace m'a appelé ce matin. Elle est très bouleversée. Tu es émotionnellement distant, tu dors dans une autre chambre. J'étais à ma soirée poker, Caroline. Ma soirée poker. Elle est venue sans invitation. Elle a dit que tu as été hostile avec tout le monde. Grace mérite mieux que ça. Caroline, si elle mérite mieux, dis-lui d'aller chercher. Je suis fatigué d'être sermonné par vous. Comment oser? Je raccroche. Le soir, je suis assis sur la véranda avec un soda quand Barb apparaît de nulle part. J'ai vu Grace partir tôt ce matin avec des valises, dit Barb. Tout va bien? Elle est allée chez la mère de là, je réponds. Elle prend un temps. Barb s'assied sur les marches de ma véranda sans y être invitée. Tout ça, c'est juste une question de savoir qui va être le plus têtu, dit-elle. Si tu veux que tout ça fonctionne, il suffit de tenir plus longtemps qu'elle. Je n'essaie de tenir rien du tout, dis-je. Je suis juste fatigué d'être traité comme un ennemi dans ma propre maison. Elle se relève. Alors peut-être arrête de te défendre, et commence à attaquer. Et elle s'en va avant que je puisse demander ce que ça veut dire. 2 jours plus tard, Grace revient, avec sa mère. Caroline entre comme si elle était propriétaire de la maison. Elle commence déjà à toucher les coussins du canapé, à tout réorganiser. Dean, dit-elle sans vraiment me regarder. Nous devons parler.
Non, nous n'avons rien à parler, je réponds. C'est entre moi et Grace. Je suis sa mère. J'ai ce droit. Vous êtes une invitée dans ma maison, Caroline. Comportez-vous comme telle, ou partez. Son visage vire au violet. Grace entre dans la discussion. Tu vas? C'est exactement de ça que est falando. Elle est hostile comme todo mundo. Ta mère est entrée chez moi et a commencé à me critiquer en moins de 30 secondes, je réponds. Quelqu'un doit mettre des limites ici. Pourquoi quelqu'un devrait mettre de l'ordre, réplique Caroline. Je prends mes clés. Je vais dans le Wisconsin ce week-end. La maison est à vous. Tu ne peux pas simplement partir, dit Grace. Regarde. Le Wisconsin est à 3 heures de route. J'y arrive en 2h30. La cabane est exactement comme je l'ai laissée le mois dernier, petite, rustique, silencieuse. Je passe le week-end à pêcher, à lire, à respirer, sans penser à Grace, sans penser à Caroline, sans penser à rien. Quand je reviens dimanche soir, Grace est plus calme. Caroline est partie. On passe la semaine suivante comme deux colocataires qui se croisent à peine. Mercredi matin, avant le travail, Grace me bloque dans la cuisine. C'est quoi ça? Demandai-je. Thérapie de couple, dit-elle en mettant une carte dans ma main. J'ai trouvé une thérapeute. Notre première séance est vendredi. Je n'irai pas. Dean, on a besoin d'aide. Non, Grace. Toi tu dois décider ce que tu veux de ce mariage. Moi, j'ai fini d'être ton sac de frappe émotionnel pendant que tu te cherches. J'essaie de réparer les choses, dit-elle en élevant la voix. Réparer quoi? M'embusquer avec des rendez-vous que je n'ai jamais acceptés? Amener ta mère pour me démonter? Ça, ce n'est pas réparer. Mon téléphone vibre. Message de Carter. Monica fait un barbecue samedi. Toi et Grace êtes invités. Tu veux que j'invente une excuse? Je réponds. J'y vais. Ça va être amusant. On arrive séparés chez Monica. J'arrive le premier. Je reste avec Carter et Owen près du barbecue. Le jardin de Monica est ridicule, piscine avec cascade, cuisine extérieure avec 3 grilles, jardin de magazine. La vie après le divorce paie visiblement très bien. Brandon est là aussi, près de la glacière, racontant une histoire absurde à propos d'un client qui a acheté 30 lits d'hôpital en cash. Grace arrive 20 minutes plus tard avec Caroline, bien sûr qu'elle amènerait sa mère. Les deux vont directement vers Monica et quelques femmes que je ne connais pas. Elle commence immédiatement avec ce rire strident qui ressemble à une sirène. Ça va être un désastre, murmure Carter. Dis-je en prenant une gorgée. J'aurais dû rester à la maison. Pourquoi t'es venu? Demande Owen. Curiosité, réponds-je. Je veux voir jusqu'où ça va aller. Brandon arrive avec une assiette pleine de hamburgers. Mec, ta femme te fixe là-bas, de l'autre côté du jardin. On est là depuis 1 heure. La nourriture cuit, les gens discutent. Puis Monica crie de l'autre côté du jardin. Dean. Aide Grace à ramener la vaisselle. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Assez fort pour que tout le monde entende. Un test. Pour voir si je suis encore au bout d'une laisse. La moitié du jardin se tourne vers moi. Je regarde Monica, puis Grace, puis je retourne à ma conversation. Non merci, dis-je. Je suis bien ici. Un silence de mort tombe sur le jardin. Le visage de Monica traverse 5 émotions en 2 secondes, choc, colère, honte, encore colère, confusion. Comment, dit-elle. Tu as 2 jambes et 2 bras, je réponds totalement calme. Je suis sûr que tu peux gérer quelques assiettes toute seule. Grace intervient, tendue. Dean, ne sois pas grossier. Je ne suis pas grossier, dis-je. Je refuse juste d'obéir à des ordres dans une fête. Si tu veux de l'aide, demande comme une adulte. N'annonce pas ça comme si j'étais un employé. Caroline surgit de je ne sais où, doigt pointé comme si j'étais un gamin désobéissant. Tu ne vas pas parler à ces femmes comme ça. Je me lève, tends ma boisson à Carter. En fait, Caroline, je vais parler exactement comme je veux. Ce n'est pas votre maison. Vous n'êtes pas ma mère. Et j'ai arrêté de prétendre que vous aviez la moindre autorité sur moi. Le jardin entier devient silencieux.
Même les enfants s'arrêtent. Un type avec une pince à barbecue reste figé. Owen essaie littéralement de disparaître dans sa chaise. Le visage de Grace devient rouge. Tu me fais honte. Non, dis-je en marchant vers ma voiture. Tu te fais honte toute seule. Moi, je fais juste le choix de ne plus participer. Passe une bonne fête. Je pars. Deuxième événement. Deuxième sortie dramatique. Je suis en train de créer une signature. Mon téléphone explose avant que je quitte la rue. Grace appelant. Monica envoyant d'eau mensagem. J'ignore tout. 3 sorties pour 3 événements. En 2 semaines. Au moins, je suis cohérent. Je conduis jusqu'à un restaurant, je dîne seul et je regarde un match à la télé. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Je l'éteins. Paix totale. Quand je rentre enfin à la maison, vers 9 heures du soir, elle est vide. Il y a un billet sur le comptoir. Je dors chez Monica ce soir, on a besoin d'espace. J'ai froissé le papier et je l'ai jeté. Bien sûr. Tout ce qu'il faut pour qu'elle dorme tranquille. Lundi matin, j'appelle Jeannette. Carter m'avait donné son numéro il y a des mois, au cas où. Elle est avocate spécialisée en divorce. J'ai besoin d'une consultation, dis-je à l'assistante. Mercredi, 14 heures, répond-elle. Je suis assis dans son bureau au centre-ville, 17 étages, immense fenêtre donnant sur le lac Michigan, étagère remplie de livres juridiques et diplômes Vencadrado. Jeannette doit avoir un peu plus de 40 ans. Cheveux gris tirés en arrière, regard vif. Elle ne rate rien. Racontez-moi ce qui se passe, dit-elle. Je déverse au tudo. Au rejette no quarto. A invasao nanuat de poké. A sogra entrando na mina casa como tank de guerra. Au fiasco do churrasco. Jeannette annote tudo, face pergunta. Elle travaille? Non. Qui paie les factures? Moi. La maison est au nom de qui? Des deux. Mais c'est moi qui ai payé la compte et qui rembourse l'hypothèque. Les voitures? Les deux sont à mon nom. La sienne aussi, à cause de son crédit pourri. Enfant? Non. Parfait, dit Jeannette. Ça simplifie. On passe en revue les biens. La maison vaut environ 400 000 $. Hypothèque de 260 000. Mes comptes de retraite que je finance depuis des années. Mes économies d'avant le mariage. Et la cabane dans le Wisconsin, que j'ai acheté 6 ans avant de rencontrer Grace. C'est un bien séparé, confirme Jeannette. Elle n'a aucun droit dessus. Délai? Pergunto. Déposer la demande, la notifier, négocier. Minimum 6 mois dans l'Illinois. Plus si elle décide de se battre. Elle va se battre, dis-je. Jeannette sourit brièvement. Elles se battent toutes, jusqu'à voir la facture de l'avocat. Ensuite, elles deviennent raisonnables. Je sors du escritorio comme plano claro. Déposer. Notifier. Trouver mon propre appartement. Fin propre. No mesmo dia começo a procurar appartamento. En trouve un en ville, un chambre, 12 étages, place de parking. Je signe le jour même. Déménagement dans 2 semaines. Je ne dis rien à Grace. Elle découvrira toute seule. Je passe mes jours à tout préparer, transporter des affaires au garde-meubles, séparer les documents, transférer de l'argent sur des comptes à mon nom seulement. Grace est trop occupée avec Monica pour remarquer quoi que ce soit. Elle est presque jamais à la maison. Je dors tous les jours dans la chambre d'amis. On ne se parle presque pas. Elle laisse des billets passifs-agressifs. Je laisse de l'argent sur le comptoir et je pars travailler. Une mana, encanto coloco quexana caminonnette, barbe apparaissent. Tu déménages, demande-t-elle. Elle va droit au but. Ouais. Elle hoche la tête. Bien pour toi. J'ai un conseil. Non, Barbe. Elle le donne quand même. La laisse pas te transformer en méchant. Les femmes comme elles réécrivent l'histoire pour devenir la victime. Reste fidèle à ta vérité. Merci, Barbe, dis-je. Et cette fois, je le pensais vraiment. Vendredi arrive et Jeannette dépose les papiers. Je reçois la confirmation à 14 heures. L'huissier est prévu pour lundi matin.
Je passe le week-end à transporter le reste de mes affaires. Grace est chez sa mère, à Milwaukee. Elle ne fait aucune idée d'eau que está à Contessando. Lundi, 9 heures. L'huissier arrive à notre maison. Je le sais parce que Grace m'appelle 30 secondes plus tard, furieuse. C'est quoi ça? Hurle-t-elle. Les papiers du divorce, dis-je calmement. C'est fini, Grace. Silence. Puis. Tu ne peux pas être sérieux. On peut arranger ça. Je suis sérieux. Et non. On ne peut pas. Elle raccroche. J'attends qu'elle explose, mais rien. 2 heures de silence. Puis un message. On peut au moins parler en personne? Je ne réponds pas. 1 heure plus tard. Dean, s'il te plaît, je sais que j'ai merdé. Toujours rien. En fin d'après-midi, le ton change. Tu vas jeter 7 ans à la poubelle comme ça? Très bien. Si c'est ce que tu veux. Mais le véritable effondrement arrive le lendemain. Elle appelle à 7 heures du matin, cette fois en pleurs. Vrai ou théâtre, je n'arrive plus à distinguer. Dean, s'il te plaît, on peut arranger ça. On va en thérapie. Je change. Je fais ce que tu veux. Tu as eu 5 mois pour changer, dis-je. Et tu as choisi de ne pas changer. Maintenant tu assumes. Les larmes cessent instantanément. Je vais me battre contre ce divorce, dit-elle d'une voix dure. Tu vas regretter de m'avoir quitté. Batte-toi autant que tu veux. Mon avocate est prête. Je raccroche. Elle rappelle. Je refuse et j'éteins mon téléphone. Le soir, dans mon nouvel appartement. Je déballe des cartons quand on frappe fort à ma porte. Je regarde par le Judas. Grace. Visage rouge. Maquillage coulé. Cheveux en désordre. Je n'ouvre pas. Dean. Crie-t-elle. Ouvre. On doit parler. Pas besoin, dis-je de l'autre côté. S'il te plaît. Sanglote-t-elle. J'étais perdu. Monica m'a monté la tête. Je coupe les ponts avec elle. Je fais n'importe quoi. Intéressant, dis-je. On est déjà à la phase du marchandage. En général, ça prend plus de temps. Elle doit vraiment être désespérée. Grace, rentre chez toi. C'est de ta faute. Hurle-t-elle, passant des larmes à la colère en 1 seconde. Tu as abandonné nous. Tu as tout jeté. Tu es faible. Je ne vais pas discuter, dis-je. Tu as le numéro de mon avocate. Parle avec elle. Je vais tout te prendre. Hurle-t-elle. La maison, l'argent, ta retraite. Tu n'auras rien. Tu peux l'essayer, dis-je. Elle continue à frapper à la porte pendant encore 5 minutes. Menace, pleure, supplie. Puis menace de nouveau. Un cycle chaotique. Jusqu'à ce que la sécurité de l'immeuble arrive et l'escorte dehors. Il m'appelle ensuite. Monsieur, tout va bien? Vous voulez déposer un rapport? Non. Juste un problème domestique déjà réglé. Les jours suivants, elle tente tout. Jour 1, la version repentante. Long texto disant qu'elle a réfléchi, qu'elle voit ses erreurs, qu'elle veut reconstruire la confiance. Je ne réponds pas. Jour 2, la version négociadora. Elle apparaît à mon travail avec un café, demandant 5 minutes. La sécurité la retire. Elle attend 1 heure sur le parking avant de partir. Jour 3, la version sous-traitada. Monica surgit au café près de mon bureau. Elle me bloque, commence un discours. Grace est perdue, effrayée, elle a besoin de toi. Je me lève au milieu de la phrase et je pars. Jour 4, la version furiosa. Les messages deviennent des attaques. Tu as abandonné nous deux, tu es faible, tout est de ta faute. Je bloque. Jour 5, la version utilisant Tercero. Amis distants, gens que je connais à peine, commencent à m'envoyer des textos. Donne une chance à Grace. Je bloque tout le monde. Et ça continue. Chaque jour, elle semble plus déséquilibrée. Jour 7. Carter m'envoie un message. Grace dit à tout le monde que tu l'as abandonné sans raison, juste pour te prévenir. Je réponds. Laisse-la parler. La vérité finit toujours par sortir.
Vendredi, Jeannette m'appelle dans l'après-midi. Elle dit qu'elle veut la maison, et qu'elle pense à la moitié de tes retraites. Et vous avez répondu quoi? Perguinto. Qu'elle peut déjà se préparer à être déçue. Sérieusement. Quel est le plan? On offre exactement ce à quoi elle a droit, pas un centime de plus. L'Illinois utilise la division équitable. Elle aura la moitié des biens conjugaux, la partie de la maison et les contributions de retraite pendant le mariage. Pension alimentaire? Absolument pas. Elle est parfaitement capable de travailler. Soit elle accepte, soit on va au tribunal et elle paie ses propres frais. Parfait. Semaine 3, le désespoir public. Grace commence à poster sur les réseaux. Texto vago sobre Tressao, cœur brisé, perte de confiance. Monica partage tout en commentant que les hommes ne valent rien. Moi? Rien. Zéro réaction. Quel cri dans le vide. Semaine 4, le pire arrive. Je suis à la cabane ce week-end. J'ai invité Carter et Owen pour pêcher et faire un barbecue. Brandon devait venir, mais il a annulé. Problème avec la deuxième épouse. Classique Brandon. On est sur le pont samedi après-midi, tranquillo. Owen a déjà pêché 2 bars et n'arrête pas de commenter. Carter n'a rien pêché, mais insiste pour dire que sa technique est supérieure. Moi, je profite juste du silence. Ça, c'est la vie, dit Owen en sortant son 3e poisson du jour. Puis on entend une voiture monter par le chemin de terre. On se regarde. Personne ne devrait être là. La cabane est à 40 minutes de la ville la plus proche, sur une route qui n'apparaît même pas sur le GPS. La portière claque. Des talons sur le gravier. Mauvais signe. Puis on entend la voix. Grace surgit sur le côté de la cabane et elle est un désastre. Robe de cocktail, talons fins, maquillage coulé, titubant comme si elle venait directo d'un restaurant de carreaux. Dean. Crie-t-elle en me voyant sur le pont. On doit parler maintenant. Owen me regarde, soulevant un sourcil. On doit partir, demande-t-il. Je secoue la tête. Non. Restez. Ça va être intéressant. Grace avance en trébuchant vers le pont, manquant de tomber 2 fois. Carter murmure quelque chose sur les assurances accidents et je retiens un rire. Tu ne peux pas m'ignorer, dit-elle en me pointant du doigt. Je suis ta femme. Tu es ma future ex-femme, dis-je sans bouger de ma chaise. Et tu es en train d'envahir une propriété privée. Cette cabane est à moi. Elle s'arrête au bord du pont, oscillant sur ses talons. Le pont fait 1,50 m de large. Elle réussit à prendre toute la place. J'ai conduit jusqu'ici pour te forcer à m'entendre. Pas intéressé, dis-je. Rentre chez toi. Tu as ruiné ma vie. Tu as abandonné nous. Tu es un lâche. Non. J'ai juste arrêté de jouer à un jeu truqué, où les règles changeaient dès que je commençais à gagner. Carter se retient de rire. Owen mord sa lèvre pour ne pas éclater. C'est qui, eux, dit Grace en plissant les yeux. Tes nouveaux amis? Tu m'as remplacé? Ce sont les mêmes amis que depuis 6 ans, dis-je. Tu étais juste trop occupé avec toi-même pour t'en rendre compte. Et, dit Owen d'un ton parfaitement neutre. Ce toast nous a pris 3 heures à écrire. Carter manque de s'étouffer avec sa boisson. Je suis égoïste? Hurle Grace encore plus fort. Je t'ai donné 7 années de ma vie. Et je les ai payées toutes, dis-je. Qu'est-ce que tu m'as donné, à part des ultimatums et du ressentiment? Je t'aimais, dit-elle comme si elle révélait une grande vérité. Tu aimais le confort, Corrigo. Tu aimais ce que je te fournissais. C'est faux, dit-elle, et sa voix se casse. Grace, dis-je en me levant. Tu m'as expulsé de notre lit parce que j'ai essayé de te donner un baiser. Tu m'as humilié devant mes amis. Tu as amené ta mère chez nous pour m'attaquer. Tu es apparu à des fêtes juste pour me donner des ordres, comme si j'étais un employé. Tu as bien montré que je n'étais jamais assez bien pour toi. Alors je suis parti. C'est ta faute. Mais je regrette, dit-elle, maintenant en pleurs véritables. Le maquillage qui coule, le visage trempé, les sanglots coincés dans la gorge. J'étais perdu. Monica disait que je méritais mieux et, j'ai cru. Monica est divorcée 2 fois et misérable, dis-je.
Peut-être que prendre des conseils de mariage auprès de quelqu'un qui ne sait pas garder un, ce n'est pas une bonne idée. Carter lève son verre. Ah ça? Tu es cruel. Crie Grace. Non. Je suis honnête. Tu voulais mieux? Va chercher. Mais tu n'as pas le droit de débarquer ivre à ma cabane en faisant un scandale parce que je ne joue plus ton jeu. Je suis venu me battre pour nous? Insiste-t-elle. Non. Tu es venu parce que tu as enfin compris que personne d'autre n'allait tolérer tes crises. Elle me fixe, les larmes tombant, le maquillage détruit, respirant de façon irrégulière. Owen se lève, téléphone à la main. Mademoiselle, vous devriez appeler une voiture. Vous n'êtes pas en état de conduire. Ce n'est pas vos affaires. Hurle-t-elle, avant de se tourner vers moi. C'est ça que tu veux? Me rabaisser devant des étrangers? Tu t'es rabaissée toute seule. Je te déteste. Hurle-t-elle. Je hausse les épaules. Bienvenue au club. Ta mère en est la présidente. Elle émet un bruit étrange, moitié cri, moitié sanglot, et se retourne pour s'en aller dans un geste dramatique qui aurait été beaucoup plus efficace si elle était sobre, et si elle n'était pas perchée sur des talons de 10 cm sur un pont en bois plein de fentes. Elle fait 5 pas. Son talon se coince entre deux planches. Elle reste suspendue un instant, les bras battant dans l'air comme un oiseau paniqué. Puis la gravité se souvient qu'elle existe. Pouf. Chute, visage d'abord, sur le deck. Le son résonne sur le lac. La robe remonte. Un des talons vole dans les airs et tombe dans l'eau avec un ploc. Et Grace reste là, étendue sur le pont, gémissant dans le bois. Owen avait déjà levé le téléphone avant même qu'elle touche le sol. Carter tremble, incapable de retenir son rire. Son visage devient violet de tantôt ce gurard. Grace se relève lentement, des échardes collées au front. Une marque rouge apparaît sur sa joue. Ses cheveux pendent, mouillés de larmes. On dirait qu'elle s'est battue avec un ventilateur de plafond, et qu'elle a perdu. « Allez tous vous faire foutre !» crie-t-elle. « Tu as Filmado ISO ?»« Filmado ?»« Vidéo ?» demande Owen, impassible. « Tu veux que j'efface ?» Il regarde son téléphone, glisse le doigt 2 fois. « Non. Je crois que je ne vais pas effacer. C'est de l'or pur. » Carter n'en peut plus. Il explose de rire, un rire profond, incontrôlable. Grace tente de se relever. Un talon au pied, l'autre disparu dans le lac, le visage enflé, la main pleine d'échardes qu'elle essaie d'arracher tout en tentant de sauver un reste de dignité. Échec total. « Vous êtes des monstres, dit-elle, la voix tremblante. Je vous déteste tous. » Elle recommence à avancer. Réalisa que sautait Muem Sapato. Tire au outro, me lança. Et rapport un bon 90 cm. Au Sapato voit que no lago, ao lado do primero. Maintenant tu pollues, Owen commente. On doit appeler l'environnement? Carter s'est assis sur le pont maintenant, riant à en manquer d'air. Grace va jusqu'à la voiture, pieds nus, robe déchirée, totalement dérotada. Carter péga au cellulaire. Je vais appeler un Uber pour elle. Elle ne peut définitivement pas conduire. Bonne décision, dis-je. Et envoie-moi la vidéo. Déjà fait, dit Owen. La meilleure chose que j'ai filmée depuis l'anniversaire de mon neveu, quand le clown a été attaqué par des guêpes. 10 minutes plus tard, l'Uber arrive. Le chauffeur regarde Grace, visage enflé, robe déchirée, et reste en choc. Carter explique, probablement laisse une bonne gorgeta, et assure qu'elle est émotionnellement contrariée, pas blessée. Grace entre dans la voiture en pleurant. Sa voiture reste dans ma allée. Les 2 chaussures flottament au lago. Eh ben, c'était dramatique, dit Carter en revenant au pont. Attends de voir la réaction de son avocate au projet d'accord, dis-je. Owen regarde toujours son téléphone, souriant. Je vais en faire un sticker. On pêche encore 1 heure. Silence enfin, juste le bruit de l'eau et, de temps en temps, un petit rire d'Owen en revoyant la vidéo. 6 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Grace reçoit exactement ce à quoi elle avait droit selon la loi de l'Illinois. La moitié de sa part sur la vente de la maison après les frais. La moitié des contributions de retraite faites pendant le mariage. Et sa voiture. Rien de plus, aucune pension alimentaire.
La juge a estimé qu'elle était parfaitement capable de travailler. Grace a tenté d'arguer un stress émotionnel et un abandon. La juge a rejeté les deux arguments en moins d'une minute. J'ai dépensé $8000 dans la procédure. Ça a valu chaque centime. Elle a déménagé définitivement chez Monica après la vente de la maison. D'après ce que j'ai entendu via le réseau de commérage suburbain représenté par Barb, elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une banque. Elle doit probablement détester chaque jour. Caroline m'a appelé une fois après la finalisation de Divorcio. Elle a dit que j'avais détruit la vie de sa fille, que j'étais égoïste et sans cœur. J'ai répondu qu'elle aurait peut-être dû apprendre à sa fille à ne pas mordre la main qui avait toujours tout soutenu. Elle a raccroché et n'a plus jamais rappelé d'eau. Carter et Owen passent presque tous les week-ends. On fait ces choses simples de célibataire, regarder des matchs, jouer aux cartes, commander à manger. La semaine dernière, Brandon est venu aussi et a passé 2 heures à se plaindre de la pension qu'il paie à son ex-femme. En punition, on l'a fait payer la pizza. Je ne sors avec personne, et je n'en ai pas envie. Je vis à mon rythme, à ma manière, pour la première fois en 7 ans. La vie est calme. Enfin calme. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, rien de tel que 6 mois, un divorce coûteux et 2 chaussures flottant sur un lac pour comprendre que la tranquillité coûte beaucoup moins cher qu'une thérapie de couple. Mais bon, tout va bien, elle a reçu exactement ce qu'elle méritait, selon la loi et selon le karma. Maintenant, il ne reste plus qu'à profiter d'une vie enfin paisible pendant que quelqu'un, quelque part, essaie d'expliquer à Monica comment elle a réussi à perdre une dispute contre son propre ego.